Alors, il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Je suis à Boissière, carrefour Aristide Briand, Colonel Fabien et boulevard de la Boissière. C'est un endroit qui est sur le trajet entre chez moi et mon boulot. Et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Razi Hammadi. À un moment où la façon dont ça s'est passé, c'est que le matin, en allant au boulot, il y avait plein d'autocollants là sur les plots de machin, sur les murs, sur les trucs de chantier, et c'était des autocollants qui insultaient Razi Hammadi, qui le diffamait. C'était marqué non aux voleurs des H&M, etc. C'était donc des autocollants qui étaient passés et donc qui mettait en cause son honnêteté et qui l'accusait effectivement d'être un détourneur d'argent. Alors j'en avais sur l'allée, j'en avais arraché quelques-uns, et puis de Guerlas effectivement j'avais arrêté parce qu'il y en avait vraiment partout. Il y en avait des centaines de posés dans ce quartier notamment, mais dans d'autres de la ville, quoi. Et voilà, j'étais au boulot. Alors là, il y a une bibliothèque, mais c'était pas celle-là. J'allais dans celle du centre. Donc Razi Hammadi, donc jeune socialiste, se présentait donc, et comme autre candidat, donc évidemment il y avait Jean-Pierre Brard, donc qui était là pour qui était en course pour son 5e ou 6e mandat, quoi. Il était élu depuis les années 80, 83 je dirais, ou 86 peut-être, 86. Donc toujours est-il qu'il avait une retraite complète de député, Jean-Pierre Brard, donc il se présentait pour un autre truc. Ces autocollants diffamatoires, moi j'ai su après, on sait qui les a mis, et c'est les équipes de Brard, c'était les méthodes Brard, hein. Voilà quoi, c'était bien ces méthodes. Et donc du coup, bon, c'est l'une des raisons pour lesquelles effectivement j'ai voté pour lui. Alors le truc, c'est que le soir, en revenant, effectivement, je vois il y a toujours ces autocollants, et je vois effectivement quelqu'un que je reconnais comme étant Razi Hammadi, quoi. Bon, et je m'arrête à vélo effectivement, et puis je lui fais part effectivement du fait que je suis scandalisé par ces autocollants. Et voilà, que de mon soutien, il me dit mais on sait qui c'est, on fera un recours, etc. Je lui dis mais tu n'auras pas besoin de retour parce que tu vas gagner. Effectivement, effectivement il a gagné. Au deuxième tour, il était en tête au premier tour sur Montreuil comme sur Bagnolet. Sur Montreuil, il était en tête, hein. Et donc Brard s'est même pas présenté, donc il a été élu avec 100% des voix. Un peu, voilà. Il a eu besoin que... moi je suis pour... J'aime bien quand il y a 2 tours, mais il y a quelque chose que j'aimerais dire, c'est que dans des élections, le deuxième tour n'existe pas quand on est sur un scrutin à 2 tours. C'est-à-dire qu'on nous a fait chier pendant toute la campagne, effectivement, sur le deuxième tour. Il n'existe pas. La preuve, effectivement, faut pas y penser, parce que dans le cas présent, il n'est pas certain, quoi. Effectivement, Bessac a fait, là, là, nous sommes en 2020, plus de 50%, donc il est élu au premier tour. En ce qui concerne Razi, effectivement, le deuxième tour n'a pas existé non plus en 2012 pour les législatives, vu que Brard s'est désisté parce qu'il sentait qu'effectivement il allait se prendre sa branlée, bien méritée. Il faisait campagne à l'intérieur des édifices municipaux, Jean-Pierre Brard. En 2012, par exemple, il avait sonné à la porte, il était rentré dans la bibliothèque où je bosse, pour faire campagne avec le célèbre Nordine Ramani. Comment dire, moi c'est quelque chose, je crois que c'est l'une des dernières fois c'est la dernière fois qu'il a fait à la bibliothèque, parce que bon, après j'ai commencé à prendre un petit peu de poids, on va dire,
à tous les sens du terme. J'étais un peu moins gros à cette époque-là. C'est vrai, mais bon, bref. Il y avait aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'en tout cas, dans les services municipaux, c'est des espaces de neutralité, quoi. On ne va pas y faire campagne. Je veux dire, un mec, effectivement, qui a du pouvoir, qui va serrer la louche des électeurs, presque, effectivement, écouter s'ils demandent quoi ou qu'est-ce. Enfin, non, je veux dire, il y a une question de neutralité du service public. Bon, elle s'applique à tout le monde. Mais à Montreuil, effectivement, il y a des gros problèmes en ce qui concerne ça. Bon, pour les municipales, revenons à 2012. Pour les législatives de 2012, Razia Madi, donc socialiste, il arrive dans la ville, mais il connaît déjà, il a du réseau, il connaît un petit peu déjà, il connaît certaines personnes aussi dans la ville. Il connaît notamment quelqu'un qui est assez proche de moi. Enfin bon, entendez là? Bon, Montreuil ma gueule. Bon, mais c'est bien, ça fait partie du truc. Elle va être longue cette vidéo, un petit peu plus longue que d'habitude. Il y a donc dans les services municipaux, oui, faut pas, enfin la politique, faut la laisser à la porte. Enfin, je veux dire, on n'est pas censé, il doit y avoir une neutralité du service public. Je veux dire, un prof va pas faire de la propagande dans ses salles de classe pour tel ou tel candidat. Quand je suis alors moi je suis effectivement, je suis bibliothèque, je suis assistant de service public, enfin assistant de bibliothèque au service public. Je vais pas quand je donne des tracts, c'est pas, je les mets pas dans les bouquins, quoi. Je vais pas, en donnant des bouquins, effectivement, dire voter pour tel ou tel. On est des notables d'une certaine manière, et voilà, donc il y a des règles qui s'appliquent. On peut être sanctionné pour ça, et voilà, quoi. Bon, effectivement, la question s'est posée. C'est marrant parce que pour Stéphane Goudet, la question se pose absolument pas, quoi. Je veux dire, alors que normalement noblesse oblige. Plus on est haut dans la hiérarchie, plus il y a un devoir de réserve. À Montreuil, c'est complètement perverti, cette chose-là. Parce qu'effectivement, plus on est haut, effectivement. Bref. Il y a des choses aussi qui... Bon, revenons on va se recentrer là sur ce que je vous avais parlé hier, ouais, le scrutin à bulletin secret organisé avec un corps électoral d'une quinzaine de personnes. C'était donc, comme je vous dis, c'est chaud pour les fesses de Stéphane Goudet, parce qu'on a une médecine du travail qui fait son taf. On a, des personnes qui commencent à lui résister un petit peu, quoi, aussi. Et donc début 2012, voilà, Stéphane Goudet, bon, je révèle là encore, je suis toujours sur des révélations du rapport et puis de choses personnelles. Il se met en arrêt de travail. C'est son droit, effectivement. Je comprends que ça puisse être, qu'on puisse se prendre dans la gueule des choses telles que celles qui se prennent dans la gueule, c'est-à-dire la révélation. Effectivement, il se comporte de façon monstrueuse vis-à-vis de ses agents, et donc il risque de perdre son poste. Et par là même aussi, faut pas oublier que c'est un maître de conférence. Et donc ce comportement-là aussi remet complètement en question sa carrière universitaire, qui s'appuie, ça s'appuie sur les deux jambes. La présidence du Méliès, son statut aussi de maître de conf à Panthéon-Sorbonne. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Donc il est en congé, en arrêt maladie, quoi. Et il envoie un mail à ses subordonnés, donc aux collègues effectivement qui sont sous ses ordres, et il leur demande d'organiser un scrutin à bulletin secret pour ou contre. Enfin, il présente sa démission et il dit que si
s'il y a une majorité de vote pour sa démission, il va démissionner. Qui veut prouver effectivement que effectivement les agents sont pas maltraités, sinon ils vont voter pour sa démission s'il est maltraitant. Enfin, je veux dire, c'est très tordu comme truc. C'est-à-dire que forcément, il peut pas être maltraitant vu que effectivement, sinon les agents qui ont l'opportunité de se prononcer vont le faire. Considère quoi. C'est tellement énorme, c'est tellement anormal que c'est indicible, quoi. Donc un chef de service organise un vote dont après il va se prévaloir en disant, vous voyez, il y a l'unanimité des collègues qui soutient effectivement que ils ne veulent pas ma démission, quoi. Faut bien voir. Alors d'autres, après on va reparler après des artistes, hein. Après on va prendre un peu l'ordre des artistes pour parler, mais excusez-moi, là j'ai un petit blanc, pas grave. Réfléchissez un peu au truc en attendant. Qu'est-ce que je vais dire là-dessus? Si, bah oui. Les personnes, effectivement, c'est lui qui les recrute. Ils sont sous sa dépendance. Hein. C'est des statuts assez précaires, que ce soit les caissiers, les ouvreurs, c'est-à-dire c'est des emplois très précaires. Même les projectionnistes, c'est relativement précaire. Et donc, effectivement, ils sont dépendants, pour une bonne part économiquement, effectivement, de leur responsable, de celui qui décide ou pas s'ils vont être embauchés, s'ils vont faire des extras, etc. S'ils vont être titularisés, voilà, il les évalue et tout, quoi. Et il leur demande de voter pour ou contre sa démission, quoi. C'est une perversité énorme. Le pire, c'est que en plus, vu ses méthodes, vu son comportement, bon, il a pu les choisir, mais aussi, comme je l'ai dit, il s'en prend aussi, il peut faire des révélations aussi sur la vie privée des agents. Il fonctionne beaucoup à l'affectif, et donc il en tient beaucoup par l'affectif, et on saura plus tard aussi par le fait qu'il couvre, qu'il y a cette histoire de caisse noire. C'est la première fois que je l'évoque, elle n'est pas encore dans le rapport médical, mais elle est claire, dans le rapport de la médecine du travail, mais elle éclaire quelque chose. Il y a des procédés dans ce cinéma qui sont illégaux. Effectivement, une caisse noire qui est un secret de l'équipe, effectivement, mais qui les tient. Et de ce fait-là, ils vont pas. Est-ce qu'il y a des tags ou quelque chose? Je vais vous montrer un peu du moche de la barricade. Donc derrière, effectivement, la palissade du Méliès, donc cinéma avec une programmation formidable, etc. Il y a un vilain petit tas de secrets, et notamment une caisse noire autour des séances non commerciales. Non, la justice n'a pas du tout innocenté ces pratiques. Elles ont été dénoncées par le CNC, par la justice, etc., quoi. Elles ont été après pardonnées par l'équipe élue en 2014. C'est à savoir, Bessac, ses alliés socialistes et les alliés de circonstance écolo. Et voilà, il y aura eu des remises gracieuses, etc. Mais toujours est-il que donc les agents qui votent qui votent pas pour la démission, à qui on demande de voter pour la démission de Goudet, il y a ça aussi dans la balance. Il y a plein autre choses. Donc je veux dire, de l'affectif, il a envoyé plein de mails effectivement pour dire que effectivement le maltraiteur c'était pas lui, le maltraitant c'était pas lui, mais son adjoint et la ville et Voynet et le directeur adjoint des services, le DG, le directeur général adjoint.
Donc pour eux, c'est eux les méchants, lui qui les protège. Et voilà, on est dans cette démarche-là aussi, où donc potentiellement il y a des personnels qui peuvent avoir des choses à se reprocher, quoi. Il organise quand même ce vote, et donc ceux qui y participent, la grande majorité de l'équipe y participe, certains s'y refusent quand même. Évidemment, il y en a qui sont plus dans le coup, notamment la principale victime, quoi. Mais effectivement, il se prononce contre la démission de Stéphane Goudet. Et il va pouvoir effectivement s'en prévaloir. Il dit, voilà, moi je suis pas maltraitant pour le personnel. Parce que, vous voyez, ils sont tous pour moi. C'est comme, regardez, c'est un peu comme si les Chinois, vous savez, voilà, c'est la démocratie. C'est pas l'avis de la majorité, voire de la quasi-unanimité. On l'oublie souvent, c'est aussi le respect de la minorité. Parce que voilà, la Chine n'est pas une démocratie. Pourtant, quand on vote, et même si les votes n'étaient pas truqués d'avance, je pense qu'il y aurait une grande majorité pour le Parti communiste chinois. Mais néanmoins, voilà, les Ouïghours, même... Il y a le problème des Ouïghours, quoi, c'est-à-dire des gens qui sont effectivement en camp d'internement parce que pour leur religion, etc., qui sont discriminés violemment, qui sont maltraités, quoi. Donc, ce n'est pas une démocratie, il n'y a pas d'opinion publique en Chine. Il y en a une à montrer une opinion publique, on a des élections libres. Il y a une opinion publique qui s'est exprimée donc en 2020 pour un conseil municipal dont je connais la composition de l'exécutif. Ça intéresserait certains que je le sorte, mais bon voilà, je fais plutôt cette vidéo. Et je le ferai... Comment dire ? Oui, voilà un service public, ça fonctionne pas comme une démocratie, effectivement, ça fonctionne avec une hiérarchie. Et voilà, on ne se réfère pas qu'à un seul chef, effectivement. Il y a un fonctionnement normal qui vaut partout, quoi. Et voilà, qu'il y ait des enquêtes administratives, que l'administration regarde ce qui se passe à l'intérieur, c'est important aussi. Oui, c'est pas une île. Et voilà, et donc Stéphane Goudet a réussi à encapsuler complètement une équipe parce que effectivement jusqu'en